Aujourd'hui, on va parler mobilité dans les arts martiaux, mais aussi au sens large. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler mobilité. Et on va pas parler mobilité avec Elliot, parce qu'Elliot n'est pas là. Mais on va parler mobilité avec Léo. Salut Léo. Salut Nico. Donc Léo qui revient, je te réinvite dans cet épisode parce que tu es un pro de la mobilité. Ah non, je n'irai pas jusque là, mais par contre c'est vrai que c'est un truc qui me passionne énormément. Ouais, je sais que ça te passionne beaucoup, qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Et puis, moi le ressenti que j'ai, c'est que toi en tant qu'instructeur de Systema, moi de l'extérieur en tout cas, c'est comme ça que je vois aussi le Systema, c'est-à-dire c'est un système martial qui insiste énormément sur la mobilité, peut-être davantage que d'autres pratiques martiales. Et j'avais envie qu'on en parle tous les deux aujourd'hui. Yeah, oui, t'as raison. Quand j'ai commencé le Systema, c'est un peu la chose qui m'a le plus marqué. Et c'est à travers le Systema que j'ai découvert la culture du mouvement au global. Ouais. C'est parce que comment je me suis intéressé au Systema que après je me suis ouvert avec le Ido Portal et puis la culture du mouvement de manière générale. Plus générale, pas forcément dans les arts martiaux. Et pas que martial, pas que martial. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je viens justement de tourner une vidéo pour les élèves de Marseille Wing Chun sur la mobilité au sol. Donc on va en parler. Il n'y a pas que ça dans mon mobilité dans les arts martiaux, mais en tout cas mobilité au sol. Pourquoi ? Parce que je suis parti du constat un petit peu que, par expérience, quand j'enseigne le combat au sol dans l'école, souvent je me rends compte que y a certains prérequis fondamentaux qui ne sont pas là. Et en fait, il sert à rien d'aborder les techniques et les stratégies pour se défendre au sol si jamais tu es dans cette mauvaise impasse, situation très compliquée en termes de situation de self-défense, mais avant tout, c'est déjà peut-être que les élèves apprennent à bouger, quoi. Et j'ai pu constater qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, si elles n'ont jamais eu l'occasion de faire quelque chose de spécifique au sol, que ce soit dans leur parcours sportif, dans leur métier, dans leur vie au quotidien, parfois, rien que le fait que tu les mettes au sol, déjà c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, je parle même pas de cardio. Hein. Oui, on parle juste de mobilité. Je parle même pas de comment appréhender le sol. Déjà, comment tu te déplaces. Déjà de la mobilité. Déjà, ça va plus. Tu vois. Donc c'est quand même super important dans les arts martiaux de manière générale, et pour le combat au sol, je pense que c'est juste primordial, quoi. De toute façon, tu peux pas faire de combat au sol si t'as pas de mobilité. Et d'ailleurs, quand tu cherches mobilité arts martiaux, tu vas tomber sur les vidéos de JJB, de judo, de lutte, etc. C'est eux qui te donnent la plupart. À côté de ça, tu peux avoir la capoeira. Ouais. Aussi qui va vachement donner d'éléments de travail de mobilité. Oui. Alors parce que on est sur des appuis sur des mains, on n'est pas tout à fait sur du sol, mais tu vas avoir cette notion de mobilité mais plutôt quadruplédique un peu. Ouais. Alors que dans tout ce qui est judo, JJB, etc., tu vas en quadruplétique, mais aussi tout ce qui est travail de la colonne vertébrale. Ouais. Et en Systema, moi le bouquin que j'ai vu de Konstantin Komarov, je cherchais une pédagogie pour travailler seul le Systema, et en fait il disait bouger au sol. Bouger au sol. Qu'est-ce qui est important ? C'est réapprendre à utiliser son tronc, tous les muscles du tronc, et travailler autour de sa colonne vertébrale. Ouais. Et en fait, je relisais le podcast que je t'ai envoyé aujourd'hui sur le mouvement, et en fait, il disait colonne vertébrale. Kevin Secours, dans pas mal de vidéos, il parle de la colonne vertébrale. Ouais. Et en fait, il y a tout un contexte qui dit que on s'est beaucoup intéressé à bouger, à dire le mouvement, c'est les bras, les jambes. Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle la Spinal Engine Theory, en gros que le moteur du mouvement se trouve dans la colonne vertébrale et que la forme en S de la colonne vertébrale, c'est là. Ouais.
c'est ça qui amène, qui est à l'origine du mouvement. Et donc, réapprendre à utiliser sa colonne vertébrale, sa flexibilité, le tronc, etc., la torsion, la respiration, puisqu'on est autour de là, c'est ça qui est la clé pour retrouver de la mobilité, que ça soit au sol, Ouais. mais aussi debout. Mais aussi Dans le n'importe boulot. quelle situation. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Après, il est vrai que dans certaines pratiques martiales, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais souvent tu peux voir des formes de pratiques qui sont plus rigides par rapport à d'autres qui sont davantage plus souples et que moi je qualifie de plus mobiles. Donc on a vraiment aussi dans des approches martiales des points de vue assez différents au final, tu vois, de la façon dont tu envisages de mouvoir ton corps pour faire face à l'adversaire. Tu vois, par exemple, si certains pourront avancer l'argument que à un moment donné, il faut quand même avoir une base solide, un enracinement, Un ancrage, ouais. un ancrage, Sur le sol. une structure. Et quelque part, on pourrait voir ça comme être un peu l'opposé de la mobilité. Donc il y a peut-être aussi une certaine limite à la mobilité. Ou mobilité, oui, mais peut-être mobilité à un moment donné, faut plus d'ancrage, je sais pas. Ouais, alors, j'ai énormément évolué dans la vision de la mobilité. Et la mobilité, pour moi, c'était être possible d'avoir cette fluidité, etc. Et en fait, il y a Major Movement qui a fait un short sur Instagram sur la mobilité. En fait, la mobilité, c'est quoi? C'est la souplesse plus la force. Ouais. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand je leur fais faire des mouvements, ils disent « Ah, je suis pas souple ». Je leur dis « Non, c'est pas que t'es pas souple, c'est que t'es pas mobile. » C'est-à-dire que t'es en mesure de te demander le degré de liberté que je te donne. Par contre, t'es pas en mesure de l'exploiter de façon active. Tu l'as que de façon passive. Voilà. Oui, la souplesse par rapport à la mobilité. Oui. Ouais, c'est ça. La Et souplesse, c'est passif, la mobilité, voilà. c'est plus Et en actif. fait, finalement, quand tu repenses à ça, en mobilité, on pense beaucoup à un mouvement, au final. Ce qui est vrai, hein, la fluidité dans le mouvement, etc. Mais on pourrait aussi le voir en termes de structure. Est-ce que je suis capable de maintenir une structure solide, quelle que soit la position que j'ai? Ça, je l'ai découvert un peu en systéma. C'est prendre des positions et comment ajuster tes positions, tes os, tes tensions, etc., de façon à être le plus solide possible. Et finalement, pour moi, la mobilité, elle évolue un peu dans ce sens-là, où ça peut être du mouvement, mais aussi être en mesure de maintenir une bonne structure. Et quand tu commences à regarder des podcasts que j'écoute récemment, en fait, ils te disent que en fait, les deux vont ensemble. Avoir une bonne posture, on parle de posture, comment aligner ta colonne vertébrale, etc., de façon à avoir un bon mouvement. Et finalement, structure, mouvement, les deux vont de pair. Et une structure, parfois, ça peut être statique. Mais statique ne veut pas dire, comment dire, Ouais, non vivant, tu vois, ouais. c'est immobile, complètement Ouais, immobile. comme Il y a une toujours statue, quoi. voilà, il y a toujours un minimum de mobilité, mais c'est du très fin, c'est du subtil, c'est de l'ajustement. Mais quand tu es dans l'ajustement, tu es quand même dans la mobilité. Ouais. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que moi, ça m'a toujours parlé, la mobilité. Alors, je viens des arts martiaux japonais. Ensuite, j'ai basculé en martial chinois, Wing Chun. Et il est clair que avec le Wing Chun, j'ai davantage découvert mes articulations, on va dire, et une autre façon de mouvoir mon corps martialement, en tout cas. Et il est clair que dans la palette technique, dans les mouvements que propose le Wing Chun, toutes tes articulations rentrent vraiment en jeu, quoi, tu vois. Vraiment, que ce soit des membres supérieurs, des membres inférieurs, colonne vertébrale également. Et ouais, tout ce qui est torsion, amplitude, et utiliser toute ta chaîne finalement. ouais, utiliser toute ta chaîne musculaire, que ce soit pour délivrer un coup de poing, tu vois, mais aussi pour absorber quelque part, tu vois. Donc il y a ce côté en Wing Chun où c'est peut-être le bras qui est à l'initiative d'une déformation parce qu'il y a eu un contact et paf, tu pars sur un mouvement plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi le corps derrière qui peut prendre le relais parfois, hein, pas forcément tout le temps, mais parfois. Et il est clair que la mobilité, c'est absolument essentiel. En tout cas, ça fait
ça fait vraiment partie intégrante du Wing Chun, quoi. Enfin, tu vois, je me rappelle que à l'époque, quand j'ai découvert le Systema, j'ai découvert le Systema avec Martin Wheeler, quand il proposait j'avais regardé un DVD sur le conditionnement, tu vois, qui proposait donc des exercices également de mobilité, hein, tu vois, mais au sol, ouais, tout à fait, corps. Voilà, au poids du corps, sur les poignets, les avant-bras, etc., etc. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser au Systema, j'ai trouvé que parfois l'expression martiale était quasiment à l'identique du Wing Chun sur certaines situations. Tu vois. Notamment sur le travail de coude et d'épaule, tu peux retrouver. Moi, je sais que dans le travail, comment tu vas utiliser tes épaules, tes avant-bras, etc. Et de suivre le mouvement. Et il y a un élément on n'en parle pas en Wing Chun, mais finalement on peut retrouver facilement. C'est le mouvement 8 qu'on utilise en Systema. Et quand on parle de Bung Sao et Fak Sao derrière, ben en fait, tu es dans un mouvement 8 qu'on développe énormément aussi en Systema. Et donc, dès que tu vas travailler les bras et chercher à accueillir le mouvement, à l'absorber et chercher à revenir, etc., tu vas être dans ces mouvements 8. C'est là où moi je trouve qu'on a pas mal de similarités entre le Systema et le Wing Chun en termes de rendu extérieur. Ouais, tiens, en effet, tu peux retrouver ça peut-être de manière un peu plus petite, restreinte en Wing Chun, parce qu'on est plus dans du corps à corps peut-être davantage, en tout cas exclusivement, contrairement au Systema où il y a peut-être davantage de travail à différentes distances, hein, alors que le Wing Chun, normalement dans un Wing Chun classique, on est quand même beaucoup plus au corps à corps. Mais ouais, j'avais trouvé ça intéressant que parfois, après, Bruce Lee le disait, de toute façon, on a deux bras et deux jambes, donc à un moment donné, il est clair que même si ce sont deux styles différents, quelque part, des fois, si ça se ressemble, bon, forcément, tu vas retrouver la même chose avec une planche à silat, tu vois, le Sekambuto, tu retrouves un peu la même chose aussi. Il y a quand même pas 36 000 façons de générer de la puissance, d'absorber. Donc il est évident qu'on retrouve des concepts ou des formes de corps qui sont quand même assez similaires. Et après, tu vois, c'est là où, en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans la mobilité, en fait, pour moi, qu'est-ce que c'est définir un style martial, tu vois, un art martial en soi? C'est une stratégie pour faire face à quelqu'un dans lequel tu vas développer des mouvements pour répondre à des objectifs définis par cette stratégie. Donc au final, on est tout le temps dans du mouvement, sauf que tu as un objectif particulier, tu sais ce que tu as une stratégie, le mouvement va répondre à une stratégie. Et c'est là où peut-être le Systema parfois, et un problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. T'as pas une stratégie, enfin, tu as toujours une stratégie, hein. On va pas se mentir, certains vont te dire qu'il n'y a pas de stratégie, c'est du mouvement naturel, etc. Je suis plus à fond dans un moment, il y a quand même du bon sens à avoir, t'as un bon sens, être plutôt sur le côté, que tu l'atteignes de façon intuitive par ton entraînement et vers ça que ça t'arrive, parce que tu ressens l'intérieur que c'est là où tu peux passer naturellement, ou tu l'intellectualises en disant il faut que j'aille sur le côté, à un moment donné, il y a forcément une position qui est plus favorable que l'autre. Donc, et c'est quand je commençais le Systema, je me disais que n'importe quelle situation pouvait être favorable, mais non, c'est pas possible. À un moment donné, comme tu dis, on a tous deux bras, deux jambes, des angles. Il y a forcément un endroit, quand tu es à l'extérieur de la personne, tu es mieux que si tu es à l'intérieur, quoi. Oui, voilà, il faut quand même choisir. Enfin, si tu as l'opportunité, c'est peut-être pas le bon mot, mais le choix. Voilà, le choix de choisir le côté le plus facile, autant aller quand même dans la voie la plus facile pour résoudre l'équation, quoi. Enfin. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est se dire de pas se limiter à une seule stratégie, une façon de faire. Et comment arriver à s'adapter, parce que la stratégie, elle est dépendante de quoi? D'un environnement, de tes compétences, des compétences de l'autre, de ton état de fatigue, de plein de paramètres. Tout à fait. Qui sont abordés dans plein de bouquins de self-défense où on te dit finalement la technique seule ça suffit pas, il y a le travail mental, comment j'appréhende, comment je m'adapte à l'environnement. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la mobilité. Comment je développe mon corps pour qu'il soit le plus adaptable possible. C'est ça. À n'importe quelle situation, à n'importe quel environnement. Ces deux mots sont assez en résonance, quoi. Une très bonne mobilité va te permettre d'avoir une très bonne adaptabilité. Et
alors je suis peut-être un peu conditionné par le Wing Chun, mais de mon point de vue, un pratiquant d'arts martiaux doit être adaptable. Enfin, un pratiquant d'arts martiaux doit s'adapter. Doit s'adapter, c'est-à-dire, tu le vois aussi. Alors, tu le vois en MMA, on peut en parler, hein, mais. Je trouve justement le MMA a apporté énormément de mobilité dans les arts martiaux. On est dans des formes de corps qui sont vachement moins marquées que ce qu'on pouvait l'être peut-être dans le début du MMA, quand on était au début du UFC, où tu avais un pur mec de Kung Fu, un pur karatéka, etc. quand même. J'ai envie de te dire oui, mais je trouve que ceux qui tiennent le game actuellement dans le MMA, les lutteurs dagestanais, finalement, ils imposent bien leur jeu, quoi. Et il y en a certains... alors, c'est pas forcément des mauvais strikers non plus, hein, mais... Une stratégie, ils imposent une stratégie. Oui. Et quand je parle en termes de forme de corps... Ah oui, tout à fait. Tu vois, on n'est plus dans une forme de corps figée. Ah oui, sur ce coup-là. On est dans des stratégies de combat clairement définies, mais par contre, c'est plus autant associé à une forme de corps spécifique. C'est plutôt ça le oui, là, je vois ce que tu veux dire, le fait que la plupart des athlètes, des combattants sont quand même assez polyvalents et voilà, ont tous une capacité de bouger, ils sont tous assez mobiles de manière plutôt générale, quoi. Ouais, carrément, tu vois. Par exemple, tu vois, quand on a à l'école, quand on a des nouveaux élèves qui viennent du karaté, etc., c'est flagrant, tu vois. Ouais. C'est net, tu sais de quel style ils viennent, tu vois. Oui. Tu peux pas te louper. Alors quand tu regardes le MMA, quand tu vois des pratiquants qui viennent du karaté et qui ont beaucoup de passages de karaté, même Shotokan, etc., ils arrivent dans le MMA, tu vois qu'ils viennent du karaté, mais c'est quand même super souple, c'est pas rigide, c'est dynamique, ça s'adapte facilement. On en revient peut-être un peu à ce que tu disais au début, c'est-à-dire s'ils sont dans une cage, c'est qu'ils sont forcément passés par du sol. Parce que tu peux pas ne peux pas ne pas prendre en compte cette dimension du combat dans le MMA. Donc ils ont certainement beaucoup bougé au sol et beaucoup fait de travail de mobilité au sol. Donc quelque part, ça se reflète certainement aussi sur leur façon de bouger quand ils sont pas au sol, quand ils sont debout dans la cage aussi. Et en fait, en fait, ce qui me cherchait le mot, ce qui marque, qu'est-ce qui fait que tu vois que la personne est mobile ou pas, c'est cette notion de relâchement. Là, je regardais un podcast de la personne, c'est Alain Couturier, je sais pas si tu l'as sur ton Instagram, c'est Mouvement Practice Paris. Nope. C'est une école de mouvement qu'il a créée, je ne sais pas quel est son passif, etc. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est que ce qui m'a marqué dans le podcast que j'ai écouté aujourd'hui, où il intervenait, c'était le côté le performeur du spectacle. Ouais. Quand il fait quelque chose, t'as l'impression que c'est facile. Oui. Tu vois, à l'opposé où tu vois le performeur qui se bombe le torse, qui se tend, qui arrache son t-shirt, qui fait sa figure de fou et qui retombe, tu vois. Ouais. À côté du gars où le gars il est en train de marcher naturellement, il fait une figure dans la continuité de son mouvement, une figure qui semble facile, mais tu te dis oui, impossible à refaire. Et il repart son mouvement comme si c'était naturel et même comme si rien ne s'était passé. Et c'est cette notion de relâchement, d'apparente facilité qui pour moi me fascine en fait dans la culture du mouvement au final. C'est comment ça arrive à cet état de flow au final où t'as pas de transition entre je suis en train de marcher et hop je suis en train d'enchaîner un mouvement d'une complexité assez évidente et pour autant qui semble tellement facile à la portée de tout le monde. Mais c'est aussi ce dont tu parles de la beauté du mouvement, tu vois, la propreté du geste, la fluidité. Quelque part, cette notion de ce qu'on peut qualifier de beau, qui est généralement est quand même quelque chose d'assez subjectif, le beau, tu vois. Pas dans le mouvement peut-être. Pas dans le mouvement parce que un mouvement qui est fluide, qui est relâché, on le trouve généralement beau et souvent il est juste en fait, tu vois. Alors qu'un mouvement qui est saccadé, quand tu vois quelqu'un qui force, souvent non seulement c'est pas beau à voir, mais en plus de ça c'est pas efficient. C'est pas tu sens qu'il y a une perte d'énergie parce que tu sens la contraction, tu sens la tension.
Donc, quand tu vois, je sais pas, on est tous émerveillés parfois si tu prends un animal sauvage qui court, un prédateur face à une proie, tu vois. Et on est émerveillé par ce geste, cet animal-là qui utilise ses mouvements finalement de manière juste le plus fonctionnel qui soit, parce que l'animal il se pose pas des questions. Enfin, tu vois, juste lui ce qu'il veut c'est courir et choper sa proie et faire ce qu'il a à faire. Et on trouve ça beau. Tu vois, on trouve ça beau, et parce que le geste est juste parfait, quoi. Tu vois, c'est dans son patrimoine génétique, c'est là depuis des centaines et des centaines d'années, enfin c'est là où ma conclusion elle est un peu là aussi, c'est que quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui est finalement beau à voir, souvent c'est juste. Ouais. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on appelle intégration. Alors, c'est un terme que j'ai pas mal découvert en systéma, c'est intégrer des compétences martiales en soi. Et l'intégrer, ça veut dire que ça fasse partie de nous. Ouais. C'est pas quand on avait parlé du Shuari dans un précédent podcast, on arrivait à la fin où c'était voilà, je arrive à la fin de la discipline, elle fait partie de moi, elle fait partie de toi, ouais, et en ça fait, exprime à travers toi. c'est un peu ça, c'est la même façon que je suis en train de marcher, c'est dans la continuité de je vais me défendre contre quelqu'un qui m'agresse dans le même instant, et après repartir et continuer ma marche, tu vois. C'est un peu ça l'essence de ce qui est développé en systéma par Vladimir Vassiliev ou Rabko. Michael Rabko, c'est vraiment cet état d'esprit de dire que il n'y a pas de... On doit se battre, attends, je prends ma position, je prends ma stance, et puis maintenant on va pouvoir se battre. Ouais, ça se fait dans la continuité. C'est une fluidité. Et en fait, c'est ça qui me fascine dans cette mobilité, c'est cette capacité de... Tu vois, au boulot, quand on marche, il y a un endroit où il y a une barrière. J'aime bien me passer sur la barrière en essayant de garder le même rythme et en discutant avec des collègues et en avançant comme si de rien n'était. Tu vois. Ouais. Robert Poynton, instructeur en Angleterre, là, que je vois régulièrement à Naughton, là, qui vient à Draguignan pour faire des stages. Il disait que la meilleure façon de s'entraîner, parfois, c'était d'aller au supermarché. Et il disait que quand sa femme lui demandait d'aller chercher un truc au supermarché, à chaque fois, elle se fermait les yeux parce que lui, il arrivait à se glisser naturellement, en passant entre les gens, sur les barrières, etc. Pour s'entraîner, en fait, à développer ce mouvement naturel, parce que finalement, être mobile, il faut que ce soit, pour moi, pas que dans la salle de sport. Il faut que ça te serve tout le temps. Si on part d'un point de vue self-défense, est-ce que je suis capable de m'extraire de ma voiture, de ma position de conducteur, au passager arrière droit, ou en passant par le coffre, etc. À quelle vitesse je suis capable de sortir de ma voiture si je me retrouve à acculer sur mon côté droit et il faut que j'aille de l'autre côté, que ce soit à cause d'une agression ou par rapport à un accident. Ouais, un accident, tu dois sortir. Tu vois, est-ce que j'ai les compétences pour le faire, tu vois, et c'est pas, et comme on a discuté le podcast précédent, c'est pas quand on a besoin qu'il faut s'apercevoir qu'il faut travailler. Ouais, tout à fait. Je me faisais la remarque, et c'est là où j'ai vu ma progression en termes de mobilité. C'est pas forcément en faisant tous les exercices de routine que je pouvais voir. C'est quand j'ai dû aller dans mon plafond pour pouvoir aller enlever des pièges à rats ou installer un câble, etc. Bah, disons, c'est un bon check si... voilà. Entre la dernière fois où j'ai galéré, je transpirais, je veux pas y retourner, c'est affreux, etc. Et là, maintenant, j'y vais, je m'amuse parce que je suis en train de marcher sur mes fermettes à 4 pattes ou juste en position ape, tu vois. Après, bon, des méthodes de mobilité sur le mouvement, on en a parlé. Et je vais peut-être parler un peu plus d'Animal Flow maintenant, parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup abordé dans le podcast. Mais finalement, c'est une entrée comme une autre, tu vois. Et moi, mon entrée dans Animal Flow, donc Animal Flow, c'est une méthode sur le mouvement qui utilise uniquement des mouvements dits quadrupèdes, c'est-à-dire qu'on est en gros à 4 pattes par terre, mais ça peut être sur 3 membres, pas forcément sur 4, parfois 2, parfois 1, et ça ressemble à pas mal de choses finalement, mais qui une fois qu'on connaît Animal Flow, il y a quand même sa singularité, quoi. Mais voilà, c'est pas un mélange de capoeira, de gymnastique, de calisthénie, de breakdance, voilà, ça fait un mélange assez intéressant. Et moi, mon entrée là-dedans,
c'est parce que lors du Covid, là, la période du Covid où on a tous eu un peu le temps de réfléchir un peu sur nous-mêmes, je me suis dit, dans mon parcours de pratiquant d'arts martiaux, en tant que pratiquant de Wing Chun, qui a quand même un gros focus sur la self-défense, en tout cas la manière dont moi je l'ai appris et dont je l'enseigne, tu travailles toujours enfin pas toujours, mais très souvent sur un plan sagittal et vers l'avant. Et donc il y a toute une gamme de mouvements, une amplitude de mouvements, au final que je ne fais jamais dans ma pratique martiale. Pourquoi ? Parce que j'apprends toujours à fermer devant moi pour me protéger, donc je vais pas travailler sur le côté ou sur l'arrière, par exemple. Et les coups de pied en Wing Chun, de manière classique, c'est comme ça que moi je l'ai appris dans la lignée de Lung Ting Wing Chun, sont relativement bas, donc t'as pas de coup de pied haut comme tu peux l'avoir dans d'autres disciplines martiales comme le karaté ou comme le taekwondo ou la capoeira où il y a beaucoup plus de versatilité. Donc voilà, une prise de conscience que il y a peut-être toute une amplitude de mouvements que je n'ai pas et qu'il faut peut-être que j'aille voir ailleurs pour compléter un peu ça. Et donc Animal Flow, je suis arrivé sur Animal Flow un peu par hasard et il est clair que ça m'a énormément apporté, tu vois. Ça m'a énormément apporté, mais après c'est une entrée comme une autre. Enfin, j'aurais pu très bien passer par autre chose. Et je comprends tout à fait aussi, parce que j'ai une fois un de mes amis aussi pratiquant de kung-fu qui enseigne également, qui m'a dit ouais, mais c'est rien de plus que certaines méthodes de système de kung-fu on fait pratique au sol. Ouais, toi, dans ton système, tu as de la chance d'aller plus au sol parce que, voilà, il y a certains styles, en effet, de kung-fu qui sont vraiment axés sur ça aussi, mais pas le Wing Chun à la base, tu vois. Donc moi, j'ai ressenti ce besoin d'aller, compléter un peu toute ma mobilité, toute mon amplitude de mouvement dans un autre système comme les Animal Flow. Mais ça aurait pu être autre chose. Oui, je trouve que c'est intéressant, tu vois, si on parle d'un point de vue martial, développer si l'art martial développe des techniques au sol, elles sont toujours quand même orientées vers un geste précis. Oui, il y a un objectif, tout à fait. Il y a un objectif. Et ce que j'aime dans cette approche de dire j'ai l'art martial et comme tu fais et j'ai Animal Flow de l'autre, je trouve que parfois c'est bien de décorréler pour ensuite rassembler les choses ensemble. C'est sortir de l'aspect martial pour pouvoir juste explorer mon corps, de comment je peux le bouger, qu'est-ce que je peux faire avec, etc. Et ensuite, une fois que j'ai développé de nouvelles compétences, une meilleure compréhension de mon corps, c'est comment je intègre ça dans ma pratique martiale. Souvent, quand on parle de mobilité, c'est pas juste parfois... Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde la mobilité. C'est être à l'écoute de mes sensations. C'est comment je me réapproprie mes sensations et pas juste chercher à reproduire le mouvement de quelqu'un d'autre. Tu vois, et c'est ça qui va me permettre ensuite de mieux me comprendre, mieux me connaître, quelles sont mes limites, comment j'arrive à gérer une douleur, une blessure, en trouvant une liberté ailleurs. Tu vois, on a pas mal parlé ensemble, et on a évoqué dans notre podcast du constraint need approach, la façon dont on apprend le mouvement, on apprend un mouvement particulier. Et là, j'ai lu récemment dans le bouquin de Kevin Secours, un constraint need, où qu'un des pères du constraint need approach, c'était Bernstein. Il avait défini, il y a deux aspects, c'est degré de liberté et répétition sans répétition. Ouais. En gros, au vu du nombre d'articulations qu'on a, si on se positionne d'un point de vue analyse biomécanique, on a énormément de degrés de liberté. Oui. Énormément. Oui, on a une infinité de degrés. On a Et donc, du coup, oui. le cerveau, pour pouvoir répondre à une problématique, il cherche à réduire le nombre de degrés de liberté pour créer le mouvement. Ouais. Et du coup, dans l'approche,
c'est de dire comment je vais apprendre le mouvement. C'est pas de dire à la personne tu vas bouger ton bras de cette façon, sinon c'est de contraindre la personne dans un environnement donné, dans une tâche précise, pour que automatiquement ça diminue les degrés de liberté qu'il va utiliser. Et donc aider le cerveau à construire le mouvement par rapport à ça. Lui donner un objectif à atteindre plutôt que de lui dire qu'est-ce que tu dois faire. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est ça l'idée. Et en fait, dans le travail de mobilité, c'est prendre conscience finalement de tous ces degrés de liberté que le corps a, sans s'enfermer dans un pattern défini par quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'aime aborder le mouvement. Et quand tu vas là-dedans, tu es obligé d'être à l'écoute de tes sensations, savoir comment tu réagis, qu'est-ce que ça fait de faire tel mouvement, et finalement aller c'est se lire soi-même. Tu vois, dans un nombreux podcast que je lis sur le sud-même, il disait « J'espère qu'un jour, le livre que vous lirez, c'est votre corps. » C'est comment vous arrivez à vous analyser, à vous sentir, à comprendre qu'est-ce qui se passe entre le lien qu'il y a entre votre genou et votre bras, lié par toute la chaîne que constitue la colonne vertébrale. On aura toujours la colonne vertébrale à un moment donné. Oui, de toute façon, elle est au centre. On ne peut pas tellement y échapper. Mais c'est d'être à l'écoute de tout ça, et c'est comment tu explores ça. Et du coup, dans l'approche que j'en ai de la mobilité, c'est l'autodécouverte un peu. En se mettant des contraintes, par exemple en passant sur une barrière, en s'amusant à jouer avec des enfants, à trap-trap dans son parc, en passer sous les échelles, etc., à se challenger, à sortir de sa zone de confort en termes de mobilité. Mais c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident. Tu vois, quand je pratique Animal Flow avec toi, parfois il y a des mouvements qu'il a fallu que je travaille un minimum, si j'avais une bonne conscience corporelle, il a fallu que je travaille un minimum de façon à pouvoir l'acquérir. Donc en fait, c'est arriver à se challenger en termes de mobilité pour apprendre à se découvrir, et on peut le faire de façon intuitive, on peut le faire de façon structurée comme les Animal Flow. Voilà, structurée comme les Animal Flow, comme peuvent l'être d'autres méthodes sur le mouvement qui sont quand même assez à la mode depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et on va dire, mais finalement, toutes ces méthodes, quelque part, si tu fais un peu la synthèse, elles prêchent toujours un peu la même chose, c'est-à-dire être mieux dans son corps et quelque part vieillir mieux, tu vois, arriver à persévérer dans le temps, vieillir bien, tout simplement vieillir bien. Et en fait, au-delà de ça, c'est l'objectif à atteindre, c'est comme vieillir bien. Après, il y a quels sont les paramètres importants pour faire du travail de mobilité. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le travail de la colonne vertébrale dans tous ces degrés de liberté. Donc, tu parlais du plan sagittal en Wing Chun, et c'est aussi aller explorer le plan frontal et le plan horizontal. Donc, il faut aller explorer ça. Ça, on peut l'explorer sur chacune des articulations. Mais en termes de santé, ce qui est vraiment important, c'est d'explorer ça sur la colonne vertébrale, et notamment avec tout ce qui est mouvement de torsion. Tout à fait, Vachement important pour pouvoir retrouver... Parce qu'en plus, la colonne vertébrale, pourquoi pour moi la mobilité, ça doit passer par la colonne vertébrale, c'est qu'en plus, il y a tout un pan qu'on retrouve dans la médecine chinoise, asiatique, le Shiatsu, etc., c'est que ou même en ostéopathie, le lien entre émotion et corps. Et en fait, ça se situe tout autour de la colonne vertébrale. On va voir chez un ostéo, on va souvent, il va travailler sur notre colonne vertébrale. Donc, travailler sa colonne vertébrale, c'est un élément clé pour retrouver de la mobilité. Et dans toutes ces flexions possibles, etc. Donc juste sur ça, on peut s'amuser. Juste faire des torsions tous les matins, c'est super important aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et je me souviens juste avant que tu découvres Animal Flow, on échangeait pas mal avec Greg, avec d'autres amis, sur nos routines du matin, pour pouvoir se mettre en forme, pour travailler notre mobilité, etc. Et je savais que moi, une routine on avait pas mal discuté, et que moi j'appliquais beaucoup, c'est les 5 tibétains. Et je me souviens que Greg, ça m'avait marqué, et s'est dit, ce qui manque dans les 5 tibétains, c'est de la torsion. Parce qu'on est tout le temps dans le plan frontal. C'est toujours dans ce plan, dans le plan, non, t'es que dans le plan sagittal. D'avant en arrière, tu sais ta chaîne intérieure, ta chaîne postérieure, mais il manque de la torsion. Et en fait, quand tu travailles de la mobilité, tu t'aperçois que tout ce que tu dis, qu'est-ce qu'il faut retrouver? C'est la torsion de colonne vertébrale. Parce que toute la journée, tu es assis sur une chaise, tu es assis dans un bureau, tu fais que du mouvement vers l'avant, vers l'arrière.
Et en fait, tous ces mouvements de torsion, ils sont super importants. C'est la base de la course à pied, c'est la base pour développer un coup de poing, Tout à fait. le coup de pied. Ouais. On est dans ce travail de torsion, c'est un ressort qu'on doit chercher à exploiter. Donc travailler sa mobilité, c'est travailler autour de sa colonne vertébrale en intégrant tous ces mouvements de torsion pour pouvoir trouver de l'efficacité dans le mouvement. Dans quoi je voulais revenir, c'est que travailler sa mobilité, c'est apprendre des nouveaux mouvements, et du coup, ça développe l'adaptabilité dans un contexte de la défense, mais ça aussi permet d'apprendre plus vite. Plus mon corps connaît de mouvements, et plus mon corps est capable, et plus je suis capable d'organiser mon corps pour répondre à un contexte particulier, plus je suis capable d'apprendre rapidement. Et moi, j'ai envie de te dire aussi ce que je trouve, enfin, il me semble qu'on en avait parlé quand on avait fait le podcast sur développement des capacités psychologiques, psychiques, je sais plus comment on avait appelé ça, mais enfin, on a trop souvent peut-être un peu tendance de dissocier le mental du physique. Tu vois, la partie cerveau de la partie physique. Ça, je pense que c'est on a peut-être trop associé pendant des dizaines d'années à un cerveau comme étant un ordinateur, tu vois, et voilà, le computer qui est complètement abstrait par rapport au côté plus physique et mécanique des choses, tu vois. Or, on sait très bien que les deux sont extrêmement liés et que le psychique interagit sur le corps et que le corps interagit également sur le psychique, quoi. Enfin, c'est complètement lié. Et un travail de mobilité te rend plus mobile dans le corps, hein, voilà, mais te rend aussi quelque part plus mobile dans ta tête, tu vois, je veux dire plus malléable, plus souple, adaptable. Donc c'est pas que aussi de l'adaptabilité, je veux dire physique au sens physique du terme, mais c'est aussi, je pense que ça influe aussi énormément sur ta psyché. Et je pense qu'il y a aussi énormément de confiance en toi en fait quand tu travailles ta mobilité, parce que quand tu es dans une situation martiale où la tension apparaît, bah, tu commences à limiter tes degrés de liberté. Tu vois, tu remets en degré de liberté parce que tu commences à tendre, à contraindre. Donc, si tu arrives à prendre conscience déjà de ces tensions-là, tu vas peut-être pouvoir les libérer plus rapidement. Et du coup, si tu libères ton corps, tu vas libérer ta tête. Parce que finalement, quand on a l'effet tunnel psychologique, on l'a aussi au niveau du corps. On parle qu'en situation de stress, on n'a plus que des mouvements, comment on appelle ça, grossiers, non pas grossiers, mais la motricité fine, on l'a plus, quoi. On perd la motricité fine, il nous reste que la motricité, qu'on appelle ça, merde, pas complexe, mais pas lourde, mais c'est c'est plus grossier. Gross motor movement, un truc comme ça. Non, en tout cas, c'est que les membres, les muscles massifs, tu vas être capable de les grosses chaînes musculaires, quoi. Mais ce qui est fin, tu vas plus l'avoir. Motricité fine, tu le perds assez vite en situation de stress. Mais si tu travailles ta mobilité, peut-être que tu vas moins la perdre. Tu vas avoir plus de ressources. Tu vas faire face à la situation. Et si ton corps a plus de ressources, mentalement, tu as aussi plus de ressources. Parce que finalement, quand tu es dans une situation de stress, tu es face à un problème à résoudre. Quand tu es face à un problème à résoudre, tu vas regarder quelles sont tes possibilités. Donc, plus je suis mobile, plus j'ai de possibilités pour répondre à la situation, quoi. Non, on revient à la notion d'adaptabilité, encore une fois. Ouais, c'est clé. Toi, je reviens par rapport au travail au sol. J'ai pas fait beaucoup de sparring au combat au sol. Par contre, j'ai énormément travaillé ma mobilité au sol. Des roulades dans tous les sens, des torsions, de passer sous des fauteuils, sous des chaises, passer par-dessus, des roulades dans toutes les situations. Et quand il est venu à arriver au moment de sparer, dans le cas du systéma, mais même parfois avec des participants de JJB, etc., dans le cas de stage open de systéma, etc., je me suis pas retrouvé désemparé. Parce que je me suis appris à me contraindre. Parce que finalement, le mouvement, qu'est-ce que ça prend à travailler la mobilité, c'est apprendre à se contraindre le corps dans une certaine position, dans un certain mouvement, dans certaines situations. Et finalement, c'est comment je gère ces contraintes-là. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la pratique martiale ? C'est comment je gère les contraintes que m'impose l'autre.
Ouais. Donc si j'apprends à travailler avec des contraintes pour apprendre à bouger mon corps malgré ces contraintes, Ouais. et plus je suis en mesure, dans une situation d'urgence, d'être en mesure de m'adapter. Parce qu'au final, dans nos réflexions que l'on a, pourquoi on en vient à parler de mobilité? Tu parlais au tout début du podcast de Ouais. la nécessité de faire une vidéo pour que les élèves travaillent Ouais. cette notion de mobilité pour après en temps de travailler au sol. Mais finalement, c'est pas que pour travailler au sol, c'est leur donner un potentiel de façon à être plus à l'aise finalement dans le travail spécifique de Wing Chun. Oui, alors là, en l'occurrence, là, c'était pour le travail au sol, mais après, quelque part, enfin, le concept, il se décline à tous les étages, j'ai envie de te dire. Donc, pas que au sol, mais aussi debout. Et il est clair que je suis plus dans cette dynamique-là maintenant, c'est-à-dire de pouvoir donner dans mon enseignement davantage d'objectifs, tu vois, travailler en visant des objectifs, en mettant en avant davantage des concepts plutôt que des techniques. Ouais, on a quand même un travail technique, voilà, qui est quand même assez précis. On n'est pas dans quelque chose de complètement aléatoire, uniquement au ressenti. Voilà, mais il est clair que dans mon enseignement, je suis davantage sur ce genre de pratique maintenant. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus... Pour te rebondir, Ouais. c'est l'évolution que j'ai vue moi dans les cours. Ouais. C'est au tout début où je suis arrivé à l'école, il n'y a pas d'échauffement. Parce que le principe, c'est de dire, quand on s'en dans la rue, ben, on n'aura pas le temps de s'échauffer, donc à l'entraînement, on ne va pas s'échauffer. Et aujourd'hui, tu es plus dans une progression de dire, pour pouvoir être efficace dans la rue, il faut quand même que j'ai développé un minimum de compétences physiques pour pouvoir y faire face. Ouais, c'est clair. Non, oui, c'est sûr. Là, je un peu basculé sur une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire maintenant dans l'échauffement, il y a aussi une partie de conditionnement physique, un petit peu, parce que le cours est quand même centré davantage sur le travail avec le partenaire, que ce soit un travail de technique ou voilà, quelque chose de plus libre, peu importe, mais quand même avec le partenaire. Mais si au moins à l'échauffement, voilà, un peu sur le travail, sur le conditionnement physique, tu peux prendre conscience aux élèves qu'il faut peut-être qu'ils entraînent ça aussi en dehors des cours, à côté, c'est peut-être pas mal. Hein. Et s'ils n'ont pas pris conscience de ça, ben, au moins ils l'ont fait un petit peu pendant le cours et c'est toujours ça de gagner quelque part. Mais oui, maintenant, il est clair que je commence rarement les cours en mode ok, on y va, à froid. mais à pas laisser forcément de côté pour autant, parce que je trouve aussi que c'est pas mal d'essayer, mais peut-être plus davantage dans un espèce de, comment on appelle ça, scénario training, tu vois, où où non seulement tu t'es pas échauffé, mais peut-être aussi tu es dans ta tenue de tous les jours, voilà, on peut davantage envisager dans ce genre de situation. Oui, maintenant le passage de l'entraînement à froid en direct, tu le dis, on va faire une session spécifique, on venait chacun en tenue de tous les jours, par et exemple. puis Et ça démarre, ça démarre comme ça. Voilà. Mais dans une stratégie, dans une optique d'enseignement sur du travail de fond, etc., de développer des compétences, etc., intégrer dans la partie échauffement tout ce travail de mobilité, et pas juste se restreindre à du travail de répétition de gestes seuls, enchaînement de coups de poing, enchaînement de coups de pied, qui font partie, qui sont des travails de mobilité, mais qui sont très figés, et intégrer des travails de mobilité plus généraux, comme tu nous fais faire, tu as intégré des mouvements d'animal flow dans l'échauffement type qu'on en fait, qui permet d'aller explorer des mouvements qui ne sont pas des mouvements de Wing Chun, mais qui nous permettent de travailler les chaînes musculaires, travail de torsion, travail d'un appui sur les mains, etc. Et qui permettent de coordination également. Oui, parce que c'est un élément qu'on n'a pas évoqué, le travail de coordination, parce que si on parle de culture du mouvement pour les arts martiaux,
il faut intégrer le travail de coordination. On ne peut pas juste faire du travail de mouvement libre, etc. Il faut intégrer aussi le travail de coordination et de rythme. Ouais. De rythme derrière. Ce qui est pas mal dans Animal Flow, c'est que tu as cette notion de rythme, d'arriver à enchaîner les mouvements les uns avec les autres, derrière, en groupe, tout synchronisé, tu as cette notion de rythme. Après, pour moi, la mobilité, ça rejoint aussi directement la coordination, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, la mobilité, c'est quoi au final? La mobilité, c'est avoir une bonne amplitude de mouvement, mais aussi être capable de générer de la force dans cette amplitude de mouvement, hein, c'est-à-dire pas simplement être souple, mais souple de manière passive, mais toi atteindre cette amplitude de mouvement. Et une chose qu'on pourrait rajouter aussi sur la mobilité, c'est que avoir une bonne amplitude de mouvement, être fort dans cette amplitude de mouvement, et avoir un bon contrôle moteur également. Et être capable de faire certaines choses au ralenti, c'est pas si facile que ça quand tu es dans une grosse ouverture de mouvement, où parfois tu as tendance à faire dans des grandes amplitudes, aller vite de manière explosive pour vite atteindre l'objectif d'avoir la grande ouverture et de revenir. Ouais, mais si tu fais au ralenti, ça prouve que tu as un très bon contrôle moteur. Et quand tu as un très bon contrôle moteur, tu as une très bonne conscience de ton corps, très bonne conscience proprioceptive. Et c'est juste une condition incontournable pour être bien coordonné. Il faut avoir ce sens de la proprioception, il faut qu'il soit quand même assez développé si tu veux développer ta coordination. Donc la mobilité, c'est aussi ça, avoir un bon contrôle moteur qui t'amène finalement aussi à une bonne coordination. Oui, c'est-à-dire que finalement, la mobilité, on pourrait la travailler soit en explorant des degrés de liberté importants du corps et comment développer la force, mais on pourrait très bien aussi s'amuser à dire que je fais un travail de mobilité sur un mouvement martial que l'on pense maîtriser. Kevin Secours, dans une vidéo, il parlait de segmentation. Et c'est ce qu'on a un peu en Wing Chun aussi sur le coup de poing. C'est-à-dire quand tu fais la Sinam Tao, ton épaule elle reste fixe, tu l'engages pas. Et après, tu vas commencer à l'engager. Et après, quand tu vas engager ton épaule, tu vas pouvoir commencer à chercher à engager ta colonne vertébrale, ton bassin, etc. Et finalement, on pourrait chercher à travailler en tant qu'artiste martial notre mobilité sans forcément aller explorer peut-être d'autres mouvements, mais juste en cherchant à mieux intégrer les mouvements que l'on maîtrise en faisant cette segmentation. C'est-à-dire, je vais donner mon coup de poing en initiant mon mouvement que par l'épaule, en initiant par la main, en initiant par le coude, en initiant par la hanche, par la poussée de la jambe, et explorer toute la chaîne musculo-squelettique en jeu dans le mouvement, et la segmenter et l'explorer au maximum, mais en restant toujours sur un mouvement, donc répétition sans répétition. Mais au moins, je fais un travail en profondeur dans ce que je suis en train de faire, et en conscience. Et finalement, c'était peut-être l'élément que j'avais peut-être évoqué au début, mais pas forcément aussi clair, c'est la mobilité, c'est un mouvement que l'on fait en conscience aussi. Yep. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est très bien pour finir. Super. Écoute, merci. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-nous dans les commentaires si vous faites un travail particulier sur la mobilité dans vos cours d'arts martiaux ou de sport de combat. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.